Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale santé organisée par la Mutualité française Centre Val-de-Loire et la République du Centre. Elle a pour thème cette année la lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus. En France, 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui représente 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. Pour eux, plus encore, cette crise du Covid est une épreuve supplémentaire, un choc qui les fragilise davantage dans leur santé, dans leur logement, leur emploi, leur alimentation, dans l'éducation des enfants. Elles sont sans doute les premières victimes de cette crise inédite qui sert justement de triste révélateur de ces inégalités. Alors comment répondre à cette urgence sociale? Comment aider les plus précaires? Louis Schweitzer va nous donner quelques pistes. Ce haut fonctionnaire et homme d'affaires français préside le comité d'évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, première question, la France déplore 44 000 décès du Covid déjà, et les plus modestes sont aussi les plus frappés par la surmortalité. Ça a été prouvé par des scientifiques. Pourquoi? D'abord parce que la maladie frappe ceux qui sont en contact proche les uns des autres. Et on voit bien que les personnes pauvres sont souvent dans des logements plus resserrés, dans des lieux plus resserrés, donc où les contacts sont plus fréquents. Deuxièmement, il y a un fait aussi qui précède la crise du Covid, c'est que l'espérance de vie des gens est fonction de leurs revenus. Entre les 5% les plus pauvres de la population et les 5% les plus riches, l'écart d'espérance de vie hors Covid est de plus de 10 ans. C'est-à-dire que les pauvres, pour beaucoup de raisons, sont plus vulnérables à la maladie et, quand ils sont malades, sont moins bien soignés. La précarité en France n'avait jamais été aussi forte, aussi élevée depuis la Seconde Guerre mondiale, d'après les associations caritatives. Beaucoup ont ou vont basculer dans la pauvreté. Qui sont ces nouveaux profils, qui sont ces nouveaux visages de la pauvreté en France? On a effectivement une étude qui a été faite par le Secours catholique qui donne des indications sur qui sont ces nouveaux pauvres. Alors, il y a, au fond, pour les gens qui avaient un salaire stable, les gens qui avaient un CDI, les systèmes de chômage partiel ont permis de maintenir à peu près les revenus. En revanche, pour les gens qui soit avaient une toute petite entreprise, qui étaient auto-entrepreneurs, la coupure d'activité n'a pas été entièrement compensée. Donc, problème, ces gens étaient déjà pas très riches, avaient des faibles revenus, et il n'y a pas eu de mécanisme de compensation. Pour les gens qui avaient un emploi intérimaire, il n'y a pas la même couverture chômage que pour des gens qui ont interrompu un CDI. Et donc, ces gens-là sont au départ plus fragiles, les revenus plus faibles, et les mesures de compensation telles qu'elles ont été définies les compensent moins. Comment les préconisations des associations humanitaires comme ATD Quart Monde, par exemple, et les attentes des personnes qui sont cette fois en très grande précarité ont-elles été prises en compte? Et est-ce que face à l'ampleur de cette crise, est-ce que des moyens financiers, notamment supplémentaires, sont-ils prévus? Alors, il y avait des mesures qui touchent aussi les personnes pauvres dans le premier plan de relance. Dans le second plan de relance en septembre, il y avait un tout petit peu de mesures qui concernaient les pauvres, à peu près 600 millions, parce que, par exemple, une partie des personnes pauvres touchent l'allocation de rentrée scolaire. Il y a eu des aides spécifiques aux associations caritatives. Et puis enfin, il y a eu un plan annoncé par le Premier ministre de 2 milliards d'euros pour les personnes pauvres. Donc il y a une série de mesures en faveur des personnes pauvres. Mais reconnaissons-le, proportionnellement, les personnes pauvres ont bénéficié de moins de mesures de soutien que les entreprises ou les personnes qui n'étaient pas en situation de pauvreté. Justement, peut-on traiter la crise sanitaire sans traiter la crise sociale qui en découle? Et donc, vous le disiez un petit peu déjà, les moyens supplémentaires, enfin les moyens mis sur la table par le gouvernement ne vous paraissent pas suffisants, donc. Il y a eu des mesures transitoires qui ont été prises. Mais au fond, ça implique de dire quelques mots de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie est fondée sur deux idées. La première,
c'est d'éviter que la pauvreté soit héréditaire. Autrement dit, de prendre en charge les enfants dans des familles pauvres de façon à ce que la pauvreté ne se renouvelle pas chez eux. Et deuxièmement, d'aider les gens à accéder à l'emploi. Donc, au fond, cette stratégie ne traite pas directement des adultes les plus pauvres. Parce qu'on le sait d'expérience que les adultes les plus pauvres ne peuvent pas accéder à l'emploi. Et donc, le comité que je préside d'évaluation a ajouté un troisième axe d'évaluation, c'est éliminer la grande pauvreté. La pauvreté, c'est quand vous avez moins par unité de consommation, c'est-à-dire un adulte, un couple, c'est 1,6 unité, etc., 1030 € par mois, c'est-à-dire 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu de part et d'autre duquel il y a la moitié des Français. Bon, la grande pauvreté, on peut dire, c'est 40% du revenu médian, c'est-à-dire moins de 700 € par mois. Et les gens qui sont dans cette situation-là ont accédé à l'emploi, c'est très difficile parce qu'ils sont tellement préoccupés de questions de survie que la recherche d'un emploi est difficile. Et puis, disons-le simplement, quand ils sont en concurrence avec d'autres, ils ont peu de chance de trouver un emploi. Donc, il faut aussi traiter cette très grande pauvreté. Et cette très grande pauvreté, d'ailleurs, la France s'est engagée à l'éliminer d'ici 2030. Et pour le moment, il est évident que le Covid nous éloigne de cet objectif et que les minima sociaux sont inférieurs à ce seuil de très grande pauvreté. Justement, vous évoquez les minima sociaux. Que pensez-vous de la proposition du Conseil économique, social et environnemental d'instaurer un revenu minimum social garanti qui se substituerait à 7 des 8 minima sociaux existants? Il y a dans la stratégie de lutte contre la pauvreté l'idée d'instituer un revenu universel d'activité, qui est en fait un minimum social général. Et pour des raisons que j'ignore, la concertation qui avait été engagée sur la mise en place de ce revenu universel d'activité a été interrompue. On devait mettre en place ce revenu universel avant 2022. Il est établi aujourd'hui qu'on ne le fera pas. Je pense que oui, de rapprocher ces différents minima sociaux est souhaitable et nécessaire. Pourquoi? D'abord parce que c'est un maquis complexe. Pour chacune de ces prestations, il y a des conditions un peu différentes. Donc, vous pouvez avoir le droit à l'une et pas à l'autre. Et puis, vous l'imprimer pour obtenir l'une n'est pas la même que l'imprimer pour obtenir l'autre. Les conditions ne sont pas exactement pareilles. Et donc, vous imposez à des gens, aidés bien sûr par des associations, mais quand même c'est du travail, des conditions d'accès extraordinairement complexes et vous accroissez le nombre de personnes qui ne bénéficient pas de ces minima sociaux. Alors après, il y a des situations un peu particulières. Par exemple, il y a une allocation pour les personnes en situation de handicap. Ces personnes disent « Nous sommes dans une situation différente et nous ne voulons pas que notre allocation soit intégrée aux minima sociaux. » Bon, il faut prendre en compte ces préoccupations-là. Mais, au fond, tout ce qui simplifie, tout ce qui fait qu'il n'y a pas 20 conditions différentes pour chaque minima social, c'est bon et ça réduit le non-recours. Ça ne suffit pas pour éliminer le non-recours, mais ça réduit le non-recours. Et tout ce qui réduit le non-recours est bon. On simplifie, effectivement, vous le dites. Quelles seraient les 3 mesures, peut-être d'après vous, prioritaires à prendre tout de suite en faveur des plus démunis, particulièrement en cette période de crise sanitaire, sociale, économique? Bon, ma conviction, et là je m'exprime mes convictions personnelles, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des mesures temporaires pendant la crise du Covid, il s'agit aussi de s'interroger sur ces minima regroupés et dire, par exemple, que ces minima regroupés doivent permettre de garantir qu'aucune personne n'est plus en situation de très grande pauvreté.
Alors ça, c'est une première mesure dans mon esprit. Une seconde mesure, c'est de s'intéresser aux jeunes. Il y a bien sûr les jeunes qui sortent en ayant fait des études, mais il y a aussi les jeunes qui sortent sans avoir fait d'études. Alors, il y a une première mesure qui a été décidée, c'est de faire de la formation de 16 à 18 ans. Très bien, il faut s'assurer qu'effectivement, tous les jeunes bénéficient de cette formation de 16 à 18 ans. Et puis, ceux qui sortent à 18 ans du système scolaire, on le sait, ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Et actuellement, ceux qui ont moins de 25 ans n'ont pas le droit aux minima sociaux. Et on le sait tous, ces jeunes, à 18 ans, qui cherchent un emploi, qui sont le plus souvent d'une famille qui n'a pas la capacité de les soutenir et de les aider, bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir s'ils n'ont ni ressources ni travail? Et donc, je pense qu'il faut aussi prendre des mesures en faveur de cette catégorie des jeunes de 18 à 25 ans. Pour le reste, je pense que l'accès à la scolarité, la réouverture des écoles, ça a été très très important. Et ça a été très important parce que les plus pauvres étaient doublement ou triplement même les plus grandes victimes de l'arrêt de la scolarisation. D'abord parce que ils n'avaient plus de vie sociale. Et la vie chez eux leur donnait, si je puis dire, moins d'espace que les enfants plus favorisés. Ensuite, parce que les formes d'accès à l'enseignement à distance, d'accompagnement par la famille, bien sûr, sont plus importants quand vous êtes dans une famille plus aisée ou plus avantagée que quand vous êtes dans une famille très pauvre. Donc, si je puis dire, les mécanismes de compensation scolaire sont un bon. Et puis, troisièmement, et il ne faut pas l'oublier, la scolarisation, ça s'accompagne de cantines, ça s'accompagne du petit déjeuner, et même si ces cantines à 1 euro et ces petits déjeuners gratuits ne sont pas mis en place partout, et je voudrais qu'ils soient mis en place partout, quand ils ne sont pas là, dans une famille aisée, c'est compensé. Dans une famille pauvre, ça ne l'est pas toujours. Et donc, voilà, il y a ce troisième volet, si je puis dire, c'est sur les enfants. 1, scolariser. 2, faire aussi qu'ils retrouvent la vie sociale qu'ils ont perdue pendant ce temps. Et 3, s'assurer que leur alimentation soit effectivement bien assurée, parce qu'on sait bien qu'un gosse, s'il est bien alimenté, grandit mieux et en meilleure santé. Effectivement, on a l'impression que ce confinement, et particulièrement l'arrêt de l'école au printemps dernier, a creusé les inégalités. En fait, cette crise, finalement, elle ne fait que faire exploser finalement une situation, être un révélateur terrible d'une situation des plus pauvres en France. Cette crise est effectivement un révélateur et un aggravateur tout à la fois. Alors, cela dit, quand même, puisqu'on parle de la France, rappelons qu'en termes de pauvreté monétaire, le système de calcul est le même dans toute l'Europe. C'est 60% du revenu médian qui définit la population pauvre. En France, c'est 9 millions de personnes, c'est beaucoup et c'est trop. Mais au sein de l'Europe, la France est bien placée. Elle est dans les 3 premiers pays qui ont le moins de pauvres en termes monétaires. Donc, parce que nous avons un système social, parce que nous avons des systèmes de protection sociale, la France est dans une situation relativement bonne dans les pays développés. Par exemple, même aux États-Unis, la proportion de pauvres est beaucoup plus grave qu'elle n'est en France, alors que le pays est beaucoup plus riche que la France. Et les écarts d'espérance de vie, de niveau scolaire sont plus élevés aux États-Unis qu'en France. Donc, la situation n'est pas acceptable, mais ne pensons pas que c'est mieux ailleurs. Ce n'est pas une raison pour accepter la situation française telle qu'elle est. Mais il ne faut pas non plus, il faut aussi reconnaître
que notre système social français est meilleur, protège mieux que la plupart des systèmes des pays. Alors, il y a des pays meilleurs que nous, hein. Les pays scandinaves, oui, sont meilleurs que nous, ils ont une longue tradition dans ce domaine. Mais nous avons un système qu'il faut préserver, renforcer, et le renforcer particulièrement en direction des plus pauvres. Peut-être une petite question hors champ pour terminer. La région Centre-Val de Loire est sous-dotée en médecins, notamment le Loiret, où on parle carrément de désert médical. Là encore, les plus fragiles pâtissent de cet accès aux soins qui est plus difficile, j'imagine. Alors, il faut savoir que, de façon générale, plus vous êtes riche, plus vous vous soignez. Autrement dit, et là, même au-delà du seuil de pauvreté, et indépendamment du remboursement, alors même que les soins sont gratuits, souvent on entend dire ces soins gratuits font que les gens modestes vont abuser des soins. La vérité est exactement inverse. Les dépenses de santé croissent plus vite que le revenu. C'est-à-dire que, proportionnellement, quelqu'un qui a des revenus plus élevés consacrera par plus importantes dépenses de santé. Et ceci explique, ce que je dis tout à l'heure, c'est que les riches vivent plus longtemps que les pauvres. Leur espérance de vie est très supérieure aux pauvres. Bon. Et ça, c'est un premier point. Le second point, c'est alors qui, lui, pose un problème politique, c'est le lieu d'installation des médecins. Il y a des débats là-dessus. Pour le moment, c'est la liberté d'installation. Il y a, au fond, les mécanismes qui ont pour objet d'inciter les médecins à aller là où on a le plus besoin d'eux et à ne pas aller là où il y a déjà beaucoup de médecins, ne sont pas assez puissants pour avoir un impact significatif. Et donc, s'ajoute au problème de pauvreté et d'accès aux soins des personnes pauvres une inégalité territoriale. Et à vrai dire, une des révélations générales de la crise du Covid, c'est les inégalités territoriales. Autrement dit, même d'être pauvre, il vaut mieux être pauvre dans certains endroits que dans d'autres. Parce que selon l'endroit où vous êtes, l'impact de la pauvreté ne sera pas le même. Et c'est un enjeu parce que, aussi, vous le savez, les dépenses sociales sont prises en charge par les départements, pour une très large part. Et donc, les départements les plus riches ont à la fois moins de pauvres et plus de ressources, alors que les départements les plus pauvres ont plus de pauvres et moins de ressources. Et ça, c'est aussi un sujet qui mérite une réflexion. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette matinale santé. Merci à Louis Schweitzer, notre invité, pour son précieux éclairage. Et merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. Merci.